Ronan Rivière, bonjour. Bonjour. Alors peut-être on est tout ému après ce spectacle qui est très fort parce que vous avez choisi de nous présenter Journal d'un fou de Nikolai Gogol. Alors manifestement vous êtes spécialiste peut-être ou en tout cas amoureux des textes russes. Oui, plutôt amoureux que spécialiste, mais notamment de Gogol. C'est vrai qu'on a monté avec ma troupe le Révisor de Gogol, le Nez, le Journal d'un fou, donc c'est le troisième texte de Nikolai Gogol qu'on crée, mais on a aussi monté le double de Dostoïevski qui est inspiré notamment du manteau de Gogol, et le roman de Molière de Bulgakov qui est aussi un russe qui suit le courant gogolien. Donc c'est effectivement cette littérature du siècle d'argent, ce qu'on appelle, de Saint-Pétersbourg, au début du 19e siècle, qui est inspirante pour notre travail, parce qu'on a la sensation d'en comprendre l'humour que tout le monde ne comprend pas en fait, chez les Français qui ont l'impression que les Russes sont sinistres, alors qu'en fait justement pour échapper à la censure et pour échapper à un environnement qui est assez dur, Oui. ils utilisent l'humour et la poésie et une sorte d'ambiance un peu bon enfant chez Gogol. Oui, c'est ça. L'absurde aussi, non? Ouais, un peu d'absurde. C'est-à-dire qu'on est à la frontière. L'absurde, ce sera plus tard, mais là, 1830, on est à la frontière du fantastique et du réalisme. Les deux se mélangeant, ça crée effectivement une ambiance qui va faire éclore le fantastique après, et début du XXe siècle, l'absurde. Mais on n'est quand même pas encore dans le Ionesco ou Beckett. Vous avez bénéficié de traductions spécifiques? Non, là c'est une traduction qu'on a faite à partir de la traduction de Louis Viardot, qui est une traduction du 19e siècle. Il existe une traduction des années 60, mais comme les traductions des années 60 ont mal vieilli. Et on voulait refaire la traduction parce qu'il fallait la rendre plus orale, plus directe. Oui. Et là en plus on adapte un peu, puisque le rôle de Mavra, qui est joué par Amélie, n'existe pas dans le texte original. Normalement il évoque juste sa servante, mais normalement elle parle pas. Donc, là on lui fait prendre en charge des parties de la narration, comme si c'était un témoin de la vrille de Poprichin, Oui. et des parties de dialogue pour rendre le spectacle vivant. Mais elle fait un bon contrepoint en fait à cet homme tourmenté, parce que vous avez choisi de le jouer de manière très torturée, depuis le début quasiment. Oh non, alors torturé, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois comme justement, il vit une grande aventure qui lui permet de sortir de sa frustration, de trouver des solutions. Et comme ça coince, ça l'énerve. Et puis il vit un tourment amoureux. C'est vrai qu'il est amoureux d'une personne qui lui est inaccessible. Entendu. Et ça, effectivement, ça le torture, mais c'est une torture assez saine, un peu comme Faust est torturé par le diable, c'est que ça le réveille un peu, quoi. Oui. Sinon il s'endormirait dans son rôle de fonctionnaire, et puis il tomberait dans la neurasthénie. Oui. Mais justement le danger chez les Russes, c'est de croire qu'ils sont neurasthéniques. Pas du tout. Ils sont justement tout feu, tout flamme, comme Poprichin. Mais c'est vrai qu'il m'a semblé qu'il y avait de l'humour dès que apparaît cette histoire de chien. Bah oui. C'est un petit peu surréaliste, on a envie de sourire, voire peut-être d'un peu rire. Et même un noble qui taille les crayons. Oui, après il y avait ce qu'on appelait des grades papier et des tailleurs de plumes. C'était vraiment la fonction publique. Il était noble, du coup il avait le grade de conseiller titulaire, qui est le plus bas grade de la noblesse. Et puis on lui a trouvé une occupation au bureau du ministère à Saint-Pétersbourg, qui était une immense ville créée à partir de rien sur des marécages, où on a fait venir toute l'administration depuis Moscou, et du coup c'était une ambiance assez terrible. Mais
Poprichin, voilà, il est coincé entre justement cette place et puis un courant moderne qui voudrait que chacun ait une personnalité, alors qu'avant le peuple russe, c'était un peuple, et là, sous Nicolas Ier, apparaissent des idées comme quoi chacun doit trouver sa place, avoir une individualité qui viennent de l'Occident. Et alors ça, en fait, c'est de ça dont parle un peu Gogol, c'est cette contradiction qui fait souffrir pas mal de gens, quoi. Oui, oui, oui. Je dis ça parce que, en fait, tout repose sur votre jeu. Moi, j'ai eu l'impression. Sur mon jeu? Oui. Non, sur le texte de Gogol d'abord. Ah ben, évidemment. Oui, ça. Ensuite, c'est entendu. sur le rapport avec le public, je pense, et puis sur notre jeu à tous les trois, parce que Amélie permet de créer vraiment un dialogue, et le piano permet de prendre en charge une partie de l'enthousiasme pour certains morceaux et du tourment pour d'autres morceaux que du coup j'ai pas à jouer moi, ce qui me permet de justement de laisser le piano faire croire que je joue ça finalement et de me concentrer sur autre chose. Oui. Oui, mais vous arrivez quand même à presque nous faire accepter l'histoire du chien qui parle, qui écrit des lettres. Oui, ça, vous le faites avec force, avec assez de... Alors ça, c'est plutôt bien documenté, puisque les schizophrènes ont en réalité très peu d'hallucinations visuelles, ils ont des hallucinations auditives. Donc moi, ma tante qui était schizophrène... entendait des pots d'échappement qui l'insultaient ou des choses comme ça. Oui. Donc l'hallucination auditive, c'est un symptôme réel de la schizophrénie. Ça veut dire que vous vous êtes renseigné quand même sur cette folie-là? Oui, donc, ma tante étant dans la famille, ma famille proche, je suis assez mais pour la renseigné sur le pièce, sujet. je veux dire aussi. Oui, pour la pièce. Oui. On voit de toute façon qu'il s'est renseigné quand même sur une sorte de cas clinique, même si on ne savait pas ce que c'était que la schizophrénie à l'époque. Oui. Enfin, je veux dire, on n'avait pas mis le mot schizophrénique et n'existait pas. Justement, et quand un malade entend réellement des choses, c'est difficile de faire la part des choses entre la réalité et ce qu'il entend. S'il entend, on peut difficilement... faire abstraction, quoi. Donc, s'il entend des chiens qui parlent, les chiens parlent. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Et aussi, vous rendez très bien le fait qu'il est amoureux, qu'il se met à rêver, comme j'allais dire, comme un fou. Il se met à rêver à cette jeune fille avec beaucoup de sensualité, avec beaucoup de désir. Ça, c'est le fil rouge que j'ai trouvé qui explique tout, parce que c'est plus fort, à vrai dire, que sa frustration dans ses ambitions. De voir une frustration amoureuse et même sexuelle qui peut pas soutenir pour le coup. Autant il pourrait se contenter, à mon avis, de sa place, autant il peut pas se contenter de finir seul et de vieillir seul et de pas trouver l'amour et de pas pouvoir trouver une femme. Visiblement, il est quand même aussi tourmenté par cette espèce d'absolue nécessité d'avoir des relations sexuelles, etc. Donc il est un peu grivois tout le temps comme un adolescent qui est fasciné par ça et qui l'a jamais vécu. Oui. Il y a plusieurs phases manifestement. Au début, c'est presque pas comique, non, mais enfin un peu d'humour, et puis une agitation, et puis après, vous êtes très touchant dans une sorte de malheur quand vous êtes interné, quand le personnage est interné, là, on n'a plus envie de rire. Les 2 dernières pages de la nouvelle sont très dures, parce qu'effectivement, à partir du moment où il arrive à l'asile, et où on comprend qu'il est battu à mort, c'est ça. Là, on peut plus rire, effectivement. Mais jusqu'aux 2 dernières pages, moi je considère que Poprichin est plutôt rayonnant, joyeux, il peut être en colère, il est roi d'Espagne, c'est génial pour lui. Tout se résout, quoi. Oui. Et il y a des choses qui coincent, alors ça l'énerve. Oui, c'est mais au contraire, il est presque ému d'être amoureux, que ce soit possible. Oui. C'est plutôt des émotions positives qui créent l'émotion en elle-même. Je veux dire, effectivement, quand j'évoque la fille
Moi, je me sens plutôt en empathie avec le personnage, mais Oui. dans une émotion plutôt jolie, quoi. Oui, c'est ça. Quelque chose Mais de- on se sent aussi en empathie avec lui quand, par exemple, il se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me torturez? Ah ben Et on ça, se dit, oui, mais c'est c'est la vrai, fin, oui. à qui faisait-il du mal avec ses hallucinations, ses rêves fous, ses fantasmes? On est déconcertés nous-mêmes de voir cette cruauté face à la folie. Ouais, bah ça, ce qui est génial, c'est qu'il y a un rapport avec le public qui peut se créer à ce moment-là de l'acteur en bout de course qui dit mais qu'est-ce que je peux vous donner qu'est-ce que vous me voulez avec les gens comme ça Oui, qui oui. répondent pas, donc une espèce de mur en face Oui, qui crée un truc au présent qui est super à jouer. oui. Et vous avez une scénographie, un décor qui est d'ailleurs très significatif avec ses planches en biais, où on n'est pas vraiment stable. Oui, oui. Oui, voilà. Bah, c'est un plancher donc en accordéon, un peu inconfortable, avec des lattes qui peuvent se relever pour servir de bureau. Donc ça, en fait, c'est déjà une sorte de truc qu'on avait fait sur le révisor, d'avoir un décor penché. Mais on a un peu déployé la chose pour créer une espèce d'intérieur qui puisse faire à la fois bureau, sa chambre et autour, ça peut être la rue, et ce qui se passe Oui. autour du bureau. Deux questions. D'une part, quelle proximité Gogol avait avec la France? Et deuxièmement, un peu comme Dostoïevski, tout ça. Et deuxièmement, quel était le contexte politique de l'époque pour qu'il ait écrit cette satire? Alors, contrairement à ce qu'on peut dire, Gogol était quand même quelqu'un de, jusqu'à la fin de sa vie, était plutôt sain d'esprit, même s'il avait des graves inquiétudes concernant ses textes et la censure. Mais ce qui est au contraire justement un symptôme de quelqu'un de sain. Il avait très peur de la censure et de la réaction du tsar. Et c'est normal puisque Nicolas Ier très peu de temps avant avait écrasé une petite révolution. C'était pas quelqu'un de tendre. Donc voilà, pour le révisor par exemple, il a créé sa pièce, et il a pris peur parce que il avait réussi à contourner la censure grâce à l'impératrice, mais il y a eu des gens qui ont dit que c'était une satire sociale, du coup il s'est enfui à l'étranger alors que personne ne le pourchassait. Mais on peut comprendre qu'il ait peur. Donc à la fin de sa vie en revanche, comme il brûle plusieurs fois son manuscrit des âmes mortes et qu'il devient très mystique et qu'il est sous la coupe d'un ermite qui l'épuise jusqu'à la mort, là on peut dire qu'il bascule dans quelque chose de plus sombre. Mais au moment où il écrit les nouvelles de Pétersbourg, tout va bien. Il est très sain d'esprit, il a juste quelques contradictions, donc il a une relation un peu particulière avec sa mère qu'il essaye de rassurer, donc dans ses écrits il est un peu mythomane sur ce qu'il fait et sur son travail, sur ses relations avec les femmes, etc. Mais bon, rien d'anormal. Sur le contexte politique et social, donc effectivement Pétersbourg est une immense ville. Lui, il vient d'Ukraine, de l'est de l'Ukraine qui est occupée déjà par la Russie. Son père est d'ailleurs un obro, donc un propriétaire terrien qui écrit des poèmes et des pièces en ukrainien. Et lui est attiré par le phare de la littérature à l'époque qui est Saint-Pétersbourg. Donc il arrive à Pétersbourg avec un fantasme absolument incroyable, notamment attiré par la figure de Pouchkine qui est une sorte de dieu, de méga star en Russie. D'ailleurs même encore aujourd'hui, Pouchkine arrive dans les personnalités qui marquent l'histoire de la Russie. Et donc il arrive plein d'espoir en Russie, à Pétersbourg. Et là, la ville est quand même plutôt sinistre parce qu'il a une administration dans la fonction publique, il voit qu'il y a plein de fonctionnaires et il déchante, quoi. Il parle de lui un peu alors, quand il est gratifié. Voilà. Exactement, il parle de lui. En réalité, lui a une position plutôt confortable et bourgeoise, mais il voit qu'autour de lui, c'est quand même plutôt la misère. Donc il est en empathie avec les gens qui l'entourent
Et il parle de ça dans les nouvelles de Pétersbourg, en gros du fantasme de la ville qui est fascinante par plein de points, mais qui est très frustrante, qui arrache une partie des gens d'un autre côté. Donc il y a Kovalev qui perd son nez dans le nez, il y a le manteau, il se fait arracher son manteau à un moment donné, et Poprichin il perd la raison. Donc chacun donne une sorte de tribu à la ville qui l'avale, quoi. Donc c'est ça dont veut parler Gogol à travers les nouvelles de Pétersbourg. C'est un peu le tribut pour vivre à la ville des fantasmes. La ville des fantasmes. Oui. Oui, oui. Pourquoi avoir choisi ce texte? Donc, déjà, c'est le 3e texte de Gogol qu'on monte, donc on a quand même une bonne connaissance. Enfin, moi, j'ai lu tout Gogol, j'ai l'impression de connaître et de comprendre un peu plus, et du coup d'avoir quelque chose à défendre et à Vous avez interpréter. fait des études de russe? Non, pas du tout. Non. Pas spécialement. Non, pas spécialement. J'adore Gogol. Oui, oui. Et puis, c'est spectaculaire, la folie, forcément. Après, justement, je me suis même restreint, je me suis forcé à ne pas le jouer avant, puisqu'il y a une donnée du personnage qui est un peu importante, qui est qu'il a à peu près 40 ans, Oui. et qui fait ça converge avec sa crise de la quarantaine. De quelle place j'ai, est-ce que je suis au moment où je vais rater ma vie ou le moment où je peux encore la réussir. Donc c'est ça qui peut créer aussi la vrille, et ça permet d'avoir un peu de bouteille en tant qu'acteur et de comprendre une position que en tant que jeune acteur, à mon avis, on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas interpréter. C'est rigolo parce que ma mère m'a toujours dit tu ne liras pas Dostoïevski avant d'avoir 50 ans. Ah oui. Et j'ai attendu cet âge pour le lire, c'est rigolo. Je pense que c'est mieux compris. Ouais, c'est possible. Après, il y a des œuvres de jeunesse de Dostoïevski. On dit qu'on devrait lire les œuvres à l'âge auquel l'auteur les a écrites. Donc il y a les œuvres de jeunesse de Dostoïevski sont un peu plus rayonnantes, un peu plus claires aussi. Donc, voilà. Et on sent bien l'âme russe en fait. Je sais pas ce que c'est que l'âme russe, Pour moi, mais c'est cette espèce d'imaginaire avec une violence face à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où est la réalité et la fiction. oui, en tout cas, il y a un mélange des genres beaucoup plus flagrant qu'en France, où on a l'impression que c'est comique ou tragique. Là, tout se mélange. Des gens peuvent rire sur les dernières pages du journal d'un fou, et d'autres peuvent être émus. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quelle distance on doit avoir ou pas. Donc c'est ça plutôt, à mon avis, ce qui fait un peu l'originalité de la langue russe. C'est que l'humour peut être un peu noir, et puis que la détresse peut être montrée avec légèreté aussi. Je suis désolé, je peux pas rester beaucoup plus longtemps parce que j'ai un spectacle à aller voir. Avec beaucoup d'intérêt. Mais alors Et on vous joue remercie. en Normandie au théâtre Basse-Passière le 11 octobre. Oui, à quel avez endroit? Au théâtre Basse-Passière qui doit être près de Bagneux, je crois. Ah d'accord. Voilà. Bon. Eh bien merci beaucoup en Merci. tout cas pour cette interview et puis pour cette pièce, pour cette redécouverte de Gogol. Ben, merci Ronan beaucoup. Rivière, merci beaucoup.